Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. C'est notre 103e numéro du Business Challenge. Vous nous recevez sur Africable et sur Bonferré. Vous nous recevez également sur la télévision Gaskia à Zander. Pour cette édition Business Challenge, nous allons vous revenir sur le sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique qui s'est tenu à Niamey du 20 au 25 novembre dernier. Nous allons vous amener dans les coulisses de ce sommet et dans certains de ces événements parallèles. Vous allez voir les échanges sur la problématique du développement industriel en Afrique à travers des cas d'école, des cas pratiques dans les différents pays. Vous allez voir aussi les enjeux liés à la ZLECAf, l'ouverture du marché et la création du marché commun africain. Et nous allons aussi, dans ce dossier, vous présenter la contribution des organisations internationales, notamment certaines comme la Banque africaine de développement, dans le cadre du sommet pour l'industrialisation de l'Afrique. Après cet événement, nous allons vous proposer une série d'activités organisées dans le cadre du PRODEC, le projet de développement des compétences pour la croissance, signature de conventions avec des établissements d'enseignement professionnel, formation de reconversion pour les jeunes et aussi d'autres activités dans le cadre du partenariat entre le PRODEC et ses agences d'exécution, notamment avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. C'est notre deuxième grand dossier pour cette édition. Nous poursuivons cette édition en vous amenant aussi dans le cadre d'une rencontre entre l'Institut national pour l'énergie solaire de France, INES, et l'ANERSOL, qui est l'agence nigérienne pour l'énergie solaire. La rencontre a eu lieu autour du partenariat entre l'INES et l'ANERSOL et également le résultat produit dans le cadre de ces partenariats. Toujours au cours de la rencontre INES-ANERSOL, il a été question aussi des perspectives. Nous allons vous proposer tout cela dans cette édition. Et nous clôturons cette édition en vous amenant à l'Université tunisienne du Niger qui a organisé une journée porte ouverte appelée Journée des carrières. Vous allez voir les échanges entre les étudiants de cette université et le monde professionnel, notamment sur les questions d'employabilité. J'espère que le menu de cette édition vous plaît. Soyez confortable dans votre siège pour 52 minutes d'information sur l'entrepreneuriat, sur l'inclusion économique, la diversification économique et surtout sur le développement industriel de l'Afrique, avec également le Niger comme terre d'accueil. Soyez confortables et allons-y pour 52 minutes d'immersion sur tous ces sujets. À tout de suite. Le Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey a servi de cadre pour la tenue d'un double sommet extraordinaire de l'Union africaine d'une part sur l'industrialisation et la diversification économique et sur la zone de libre-échange continentale africaine d'autre part. C'était dans la journée du 25 novembre 2022. Thème de cette rencontre, renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable. Une assise marquée par la participation de la Commission de l'Union africaine et ses organes, des chefs d'État et de gouvernement, des ministres africains chargés de l'industrie, du commerce, de l'exploitation minière et de l'investissement, des chefs d'institutions internationales de développement, des institutions régionales et internationales de financement du développement, des représentants du secteur privé, de la société civile, de la jeunesse, des femmes et d'autres parties prenantes.
Ce sommet a pour but de mettre en lumière la détermination et le renouvellement de l'engagement de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme un des piliers stratégiques de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent tels qu'énoncés dans les agendas 2063 et 2030. 3 ans après le 12e sommet extraordinaire sur la ZLECAf et les assises inaugurales de la réunion annuelle de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, la belle cité de Niamey s'est à nouveau mobilisée pour accueillir cette session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine consacrée à l'industrialisation et à la diversification économique, ainsi que la zone de libre-échange continentale africaine. Le libellé du thème de notre rencontre, Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, combine 2 regards sur la problématique de l'industrialisation du continent. Le premier regard est rétrospectif, le second prospectif. La rétrospection est confirmée par le renouvellement de l'engagement en faveur de l'industrialisation. Nos leaders, vos excellences, n'ont jamais manqué de conférer à l'industrie une valeur stratégique en la positionnant à la fois comme un objectif majeur et un moyen salutaire dans la quête de la transformation économique. Ce positionnement s'est manifesté par la proclamation des décennies 1, 2 et 3 du développement industriel de l'Afrique, ainsi que par l'adoption des stratégies successives. La plus récente de celles-ci, datant de 2008, est la stratégie pour la mise en œuvre du plan d'action pour le développement industriel accéléré de l'Afrique, connu sous l'acronyme anglais de AIDA. Autre objectif de ce sommet, susciter un élan politique pour la mobilisation des ressources, des partenariats et des alliances en faveur d'une industrialisation inclusive de l'Afrique. Il faut noter que le secteur industriel africain ne contribue que de façon marginale à la croissance de l'économie, malgré un potentiel minier considérable pour le continent. Cette situation requiert un changement de cap qui passe notamment par des choix politiques industriels audacieux, selon le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Il n'y a pas si longtemps, la juxtaposition de ces 2 mots, Afrique et industrialisation, pouvait paraître quelque peu incongrue. Aujourd'hui, l'interrogation qu'elle suscite est surtout celle des voies et des moyens, mais pas la question elle-même. Cela en soi est la preuve que nous prenons la bonne voie. Un proverbe nigérien dit qu'on ne peut pas arrêter un fleuve. Ce fleuve, c'est la somme des énergies conjuguées de nombreux Africains qui sont déterminés à améliorer leur situation, celle des jeunes en formation, des entrepreneurs dans toute leur diversité, des décideurs qui ont à cœur le bien-être de leurs concitoyens et qui forment la masse critique dont le continent avait toujours eu besoin. Cette masse critique, elle est déjà là. Elle est en train de se révéler. On en perçoit le frémissement au travers de nombreuses initiatives que nous voyons un peu partout. L'optimisme n'empêche toutefois pas le réalisme. Pour nous donner toutes les chances de réussir, nous devons nous dire la vérité. S'agissant de l'état actuel de l'industrialisation en Afrique, le constat est frappant. Hormis quelques exceptions, l'économie africaine reste peu industrialisée et l'Afrique exporte de la matière première incorporant très peu de valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Ce constat au niveau continental reste valable au niveau de chacun de nos États pris individuellement.
À savoir également que selon la Banque africaine de développement, l'Afrique se trouve à l'extrémité inférieure de la chaîne de valeur mondiale, sa part dans la manufacture mondiale n'étant que de 1,9% environ. Une situation justifiée notamment par le fait que les économies africaines demeurent trop largement dépendantes des produits de base. The African Continental Free Trade Area is the continent's best pathway to prosperity. To unlock its potential, however, we must not just trade. We must turn the zone into an industrialized manufacturing zone. Without any doubt, Africa's wealth must no longer depend on export of raw materials, but of finished value-added products. The door to poverty is from export of raw materials. But the highway to wealth is industrialization. The sector with the greatest potential for industrialization in Africa is agriculture. Africa has 65% of the uncultivated arable land left to feed the world. Therefore, how Africa develops its agriculture will determine the future of food in the world. Across Africa, we must turn cocoa beans into chocolate. We must turn cotton into textile and garments. We must turn coffee beans into brewed coffee. This is why the African Development Bank is investing $25 billion in agriculture across the continent to transform the agriculture sector. The African Development Bank is investing over $1 billion in the development of special agro-industrial processing zones in 18 countries to help unlock Africa's potential in food and agriculture. This is part of our effort to unlock the food and agriculture market, estimated to reach $1 trillion by 2030. Africa has an abundance of natural resources: oil, gas, minerals, metals, as well as extensive blue economy, which must be rapidly industrialized. The future of electric cars in the world depends on Africa, given its extensive resource deposit in rare minerals like lithium ion, like cobalt, nickel, and copper. The size of the electric vehicle market has been estimated to reach $7 trillion by 2030 and $46 trillion by 2050. Building precursor facilities for lithium-ion batteries in Africa will be 3 times cheaper than in other parts of the world. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du continent de piloter une transformation structurelle fondée sur l'exploitation des ressources naturelles riches et variées de l'Afrique. Ceci en tirant parti des progrès technologiques actuels, des tendances géopolitiques au niveau continental et mondial et de l'émergence de services commercialisables. Sur le chemin de l'émergence, il ne doit pas y avoir de temps à perdre dans des formalités et lenteurs indues. Si les règles de transparence et de reddition des comptes restent une exigence normale de bonne gouvernance, elles ne devraient pas cependant constituer des entraves à l'efficacité du processus décisionnel qui inspire et qui ajuste les politiques de développement. Cela est d'ailleurs valable aussi bien pour nos États que pour nos partenaires techniques et financiers, bilatéraux comme multilatéraux. Au demeurant, l'industrialisation et la transformation structurelle de nos économies restent également tributaires de la gouvernance mondiale. Certes, nous avons la responsabilité de prendre les bonnes décisions au plan interne et au plan intra-africain. Mais nos efforts de développement seront vains tant que le système économique et financier international va continuer de maintenir nos pays dans un corset de règles et de pratiques qui freinent les flux d'investissement vers l'Afrique au moment où nous avons le plus grand besoin de financement et à des conditions soutenables.
Pour rappel, le 20 novembre de chaque année est célébré comme la journée de l'industrialisation de l'Afrique, qui a été adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine en juillet 1989 à Addis Abeba, en Éthiopie. Cette journée représente pour les acteurs du secteur industriel africain une occasion de réfléchir sur des solutions idoines pour sortir l'Afrique de sa léthargie industrielle. En marge de ce sommet, plusieurs événements parallèles se sont tenus durant une semaine. Il s'agit entre autres de panels, expositions, sessions techniques et ateliers en vue de favoriser la mobilisation d'un élan politique des ressources, des partenariats et des alliances en faveur d'une industrialisation inclusive de l'Afrique. Nous avons des avantages compétitifs que beaucoup de continents n'ont pas. Et toutes ces ressources sont disponibles. Nous devons seulement conjuguer nos efforts au niveau de l'Afrique pour que cette industrialisation inclusive dont nous parlons soit une réalité. Ce n'est plus un choix aujourd'hui pour nous, il y va de notre survie. Le développement économique de nos pays doit forcément passer par l'industrialisation de notre continent. Imaginez un peu le cultivateur qui vend son cacao presque au prix de production, j'allais dire, et qui ne peut même pas acheter une tablette de chocolat à ses enfants une fois par semaine. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous devons faire en sorte que nos produits, comme l'on dit les uns et les autres, que nos matières premières, nous puissions les développer, que nous puissions les mettre sur les marchés internationaux, que nous demandions à nos partenaires de venir implanter leur usine de fabrication de cacao. Nous avons la main-d'œuvre nécessaire, nous avons la matière première nécessaire, nous avons tout le reste. Industrialization is one of our key strategic pillars. I think we have clearly realized that without industrialization, without manufacturing, without production, there will be nothing to trade. So to support trade, you first of all have to support industrialization. So industrialization is key and it's fundamental. And for Afreximbank, there are three key elements in terms of our interventions to support industrialization. First of all is specifically financing and facilitating manufactured exports, including agro-processing. Secondly, and very key, is also support for the development of industrial parks and export processing zone. And of course, last but not the least, we are committed to developing the infrastructure to support industrialization. Nous pensons qu'aucun pays ne doit être exclu de la possibilité d'accroître la capacité industrielle de son économie et que personne ne doit être exclu des bénéfices issus de cette industrialisation, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, que ce soit les urbains ou les ruraux, les petites et moyennes entreprises, que ce soit les grandes entreprises, et même le service informel ne doit pas être exclu des bénéfices issus de l'industrialisation. Et en plus, on ne peut pas envisager un développement économique et social en dehors d'un cadre qui protège l'environnement, et surtout les partenariats sont nécessaires. Et pour le faire, je pense à la base l'importance de la mesure. On ne peut pas gérer, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas bâtir des politiques si nous n'avons pas des données qui reflètent, n'est-ce pas, la réalité. Et dès que les politiques sont fausses, tout ce qu'on va faire par la suite sera faux. L'industrialisation ne se fera pas sans ces analyses. Et de deux, donc ça va nous prendre le temps pour être industrialisé. Il vaut mieux mûrir nos pensées, nos états pour y arriver. Donc c'est l'accompagnement que nous sommes en train de préparer et nous sommes en train de mettre cela en œuvre. Pour nous, on intervient plus au niveau de l'État. Bien sûr, le secteur privé est important pour nous. Sans le secteur privé, on ne peut pas y arriver. Et c'est les éléments de connaissance et tout ce qu'on
on acquiert, ça vient du secteur privé. Parce que le secteur privé, c'est ça qui vous donne l'information. Eux, ils sont sur le terrain tout le temps. Et ils savent les difficultés et les challenges qu'ils rencontrent au niveau de leurs activités journalières. C'est très important. Par exemple, Banque nationale de développement, il faut avoir des acteurs qui soient capables qui transfèrent des ressources de moyen et long terme pour l'investissement productif. On ne pourra pas avoir une politique industrielle qui marche si on n'a pas le moyen de transférer et favoriser l'accès au financement pour les grands projets. Je ne parle pas de petits projets parce que où c'est difficile, c'est quand on mobilise beaucoup d'argent. Moi, ça, je l'ai vu en Amérique latine beaucoup de fois. La difficulté, c'est pas dans les designs des instruments de politique. C'est de définir des mécanismes de financement qui permettent le déblocage des fonds à un niveau suffisant. Il faut que ces politiques-là soient ambitieuses. Trop de fois, à la fin, on fait plein de petites choses et on fait ce qu'on dit le financement à pluie et on ne permet pas de faire les grands projets qui pourraient actuer comme un levier de changement en général. La politique n'implique pas seulement l'administration publique. Il faut impliquer le secteur privé. Il faut déjà, dans la définition de la politique, penser à la mise en œuvre, donc impliquer même les partenaires techniques et financiers. Généralement, on prend tout notre temps à définir la politique, on finit, on prend peut-être la moitié du temps à mobiliser les ressources, et c'est dans la mobilisation que le partenaire te dit que non, ça, c'est pas aligné à ma vision, ainsi. Donc, c'est déjà bien, donc, dans la définition de la politique, donc, d'avoir une approche qui implique toutes les parties prenantes. C'est ce que je dis au niveau de policy. Maintenant, au niveau de la planification, je peux parler de Pareto, excusez-moi quand je retourne un peu à l'université, mais c'est la priorisation. On identifie souvent les 20% d'actions qui nous amènent à avoir les 80% d'impact possible. Il faudrait peut-être quelque part qu'on ait une étude beaucoup plus fine qui va déterminer les différentes filières porteuses dans notre pays, voir les différentes chaînes de valeur possibles pour que les uns et les autres puissent s'intéresser et peut-être investir dans les différents pans, et surtout aussi que l'État continue, c'est en train d'être fait, mais qu'il continue à parfaire un peu l'environnement institutionnel. D'abord, la première chose qu'on observe, c'est que la communication est souvent mise, ou davantage mise sur les investissements directs étrangers. Alors qu'il y a des investissements directs nationaux à mobiliser pour investir dans tous ces sites de production agro-industrielle. À mon avis, toutes les analyses d'ailleurs montrent que cette communication, elle est trop souvent axée sur les avantages fiscaux, alors qu'il y a des efforts qui sont faits en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Oui, il faut produire. Il faut produire de manière intensive pour faire une industrialisation. Mais en même temps, les producteurs vont dire oui, je ne veux pas produire si je n'ai pas de débouchés, si je ne peux pas transformer. Donc les infrastructures, nous allons les mettre en place avec des investisseurs intéressés dans la transformation. La petite guerre de l'Ukraine nous a fait prendre conscience d'abord de la fragilité de nos systèmes. Il suffit de rien pour que nous soyons coincés même au plan de notre capacité à nous nourrir. Et alors que nous avons les capacités. Donc là, c'est une invite pour que les Africains se mettent ensemble, qu'ils voient. Et je pense là, même à ce niveau, d'ailleurs, il y a un certain nombre de stratégies qui sont développées au niveau régional. Le rapport analyse les fuites de capitaux en Afrique, estimées à environ 88-89 milliards de dollars. Voici une problématique qu'il faut quand même ne pas négliger. Parce que 88 milliards ou 89 milliards de dollars pour un continent, 54 pays,
la moyenne est vite faite. Je trouve qu'il y a une grande insuffisance en matière de gouvernance en Afrique. Et cette insuffisance, elle est source de défis en ce qui concerne la gestion du capital humain, la jeunesse de la population africaine qui doit être un avantage tel qu'il a été pour des pays comme la Chine et l'Inde qui sont devenus des géants industriels grâce à d'abord l'étendue de leur population et la jeunesse de cette population-là. Les taux d'intérêt que nous pratiquons et que nous avons au niveau de nos banques commerciales, y compris les conditionnalités d'accès au financement, font que beaucoup de jeunes, de femmes, d'hommes, en tout cas, la population en Afrique n'a pas accès à ce financement. Quand on prend l'exemple de l'Europe, à près de 100 000 euros, 200 000 euros, ils ont des financements à des conditionnalités beaucoup plus simplifiées. Quand on va vers les 500 000 ou les 1 million, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais au moins, jusqu'à 100 000 euros, nos collègues qui sont de l'autre côté, nos amis qui sont de l'autre côté, ont des accès au financement. Comment nous faisons en sorte de bâtir la confiance des communautés, de sorte que lorsqu'on demande, on sait que l'impôt X que j'ai payé a servi à Y, alors les gens sont plus enclins à le faire. Donc la levée des impôts doit aller de pair avec la gouvernance économique. On confond souvent le politique et l'économique, et même au niveau de nos sphères sous-régionales, on confond l'économique et le politique. Comment faire en sorte de garantir de sorte que si j'investis sous un régime A, si ce régime A n'est pas là, le régime B ne va pas bloquer mes finances ou me mettre à des situations compliquées. Donc, je pense que nous avons aussi à faire la démarcation entre l'économie et le politique dans tous nos pays africains pour pouvoir avancer sur ces secteurs-là. Depuis le 2018, la journée de l'industrialisation de l'Afrique est célébrée durant une semaine à travers divers événements. Objectif, marquer une rupture avec la tradition d'une célébration en une journée pour ainsi avoir plus de temps pour mener des réflexions et des actions en faveur de la transformation structurelle de l'Afrique. Ceci entre notamment dans le cadre des efforts consentis par les pays de l'Union africaine pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable ODD 2030. La tenue de ce sommet dans la capitale nigérienne a également été l'occasion de sacrer Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, champion de l'Union africaine pour l'industrialisation inclusive et durable et la transformation productive. Le comité de pilotage du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC a organisé le mercredi 23 novembre 2022 à Niamey sa 20e session. L'objectif de la planification 2023 est de poursuivre et finaliser les activités entamées en 2022 dans l'optique de clôturer le projet PRODEC dans des bonnes conditions. En un mot, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Il faut dire donc. C'est ça qu'on a fait le petit babou. C'est la secrétaire générale du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Absatou Dadi, qui a présidé la rencontre. Le PTBA 2023 est budgétisé à 7 439 656 458 francs CFA, dont 70% des activités de 2022 reportées en 2023. Ces activités concernent notamment les équipements technico-pédagogiques, la première cohorte du secteur privé, les fonds d'appui au fonctionnement des établissements cibles, les fonds d'appui, les frais de suivi des travaux par les cabinets, travaux de construction, réhabilitation, fonds d'appui au secteur privé, formation de reconversion, véhicules des stagiaires, etc. Et 30% de nouvelles prévisions, réception provisoire des travaux, construction, réhabilitation, deuxième cohorte secteur privé, appui au fonctionnement des établissements, salaire du personnel de l'unité de coordination et autres fonctionnements. Au cours de cette session, plusieurs textes ont été passés au peigne fin. Entre autres, l'état de la mise en œuvre des recommandations de la 19e réunion du comité de pilotage, tenue le 22 septembre 2022, la présentation du rapport bilan des activités du 10 novembre 2022, etc. Dans l'axe où nous avions été, nulle part on a trouvé tout l'effectif sur place. Nulle part. Partout il y a des absents.
Et il y a des absents, donc vraiment, c'est vrai, on n'a pas encore finalisé les rapports, mais je suis certaine que partout, ça a été la même chose. C'est pour cela même que quand on parlait de formation des formateurs endogènes et exogènes, je m'étais dit, il aurait dû fallu faire la situation d'abord, avant de se lancer dans cette formation. Il y a des gens qui ont commencé, ils ont signé leur contrat depuis plus d'1 mois et ils attendent. Ils sont inquiets par rapport à leur dû. Donc, effectivement, il fallait faire la situation pour que ceux qui ont signé le contrat, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, ils ont déjà commencé et les autres, on ne sait pas. Donc, il faut vraiment faire la situation pour encourager ces gens-là et encourager les autres à venir. Pour moi, il y a vraiment des raisons de se réjouir de ce qui est en cours. Il y a des chantiers, il me semble, qui sont à 80%. Et moi, j'ai été sur le terrain dans les régions de Maradi, de Zender, et j'ai vu quelques chantiers. Ça va. Il y en a qui inquiètent, hein, c'est évident. Mais à la dernière situation, moi, on m'a tout à fait rassuré. Belendé, on m'avait dit il y a 3 semaines qu'il y avait de gros soucis, mais c'est que 2 semaines après, on m'a dit ça va. La 20e session du comité de pilotage du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC a été close par la secrétaire générale du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur une note d'espoir. Ils sont au total 29 structures de formation professionnelle à bénéficier d'un financement dans le cadre de leur activité. C'est une initiative conjointement menée par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Tenu le vendredi 25 novembre 2022, l'objectif est d'améliorer l'offre et la qualité de la formation professionnelle au Niger. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds d'appui au secteur privé de la formation professionnelle du PRODEC dans sa phase numéro 2. L'assistante du coordonnateur du PRODEC, Bakou Yahaya, présent à cette cérémonie, précise dans son intervention que le PRODEC vise à satisfaire la demande en compétences dans les secteurs à fort potentiel de croissance de l'économie nationale. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la composante 1 du PRODEC, l'amélioration de l'efficacité de la formation formelle. Cette composante vise à améliorer la qualité de la pertinence des institutions d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle est structurée en 2 sous-composantes, à savoir la composante 1.1, approche axée sur la demande de la formation professionnelle formelle, la composante 1.2, qui vise l'amélioration du passage de l'école au monde du travail. La secrétaire générale du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Absatou Dadi, a pour sa part indiqué que le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, conduit des projets visant à améliorer l'offre et la qualité de la formation professionnelle, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. À l'issue du 2e appel à candidature et du processus de sélection, 51 structures, dont 29 groupements féminins de formation et 22 centres privés ont été sélectionnés pour bénéficier du fonds. Cependant, les ajustements rendus nécessaires par l'indisponibilité financière au niveau du PRODEC, dû à une restructuration du projet, ont conduit à réduire le nombre de bénéficiaires et à cantonner justement cette liste de bénéficiaires à 29 groupements féminins à appuyer. Ainsi, au terme des travaux de la présente rencontre, il sera procédé avec vous, mesdames et messieurs les représentants des structures bénéficiaires, donc il sera procédé à la signature de conventions avec vous, le projet de développement de compétences et le ministère. Après des échanges fructueux sur les tenants et aboutissants du dit financement, les signatures des conventions qui constituent l'objet de la rencontre se sont faites entre les 3 parties. Il s'agit du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC et les bénéficiaires du financement.
C'est une initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE à travers le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Ainsi, une quarantaine de jeunes demandeurs d'emploi ont décidé de se reconvertir dans le métier de la restauration. Cette reconversion est assurée par le Centre de formation professionnelle au métier de la restauration et de l'hôtellerie. C'est bien la 4e fois que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une quarantaine de jeunes à nouveau, très motivés, qui sont arrivés ce matin à 6h pour préparer l'événement du jour. Lancement en présence de l'ANPE, qui est notre partenaire et qui nous soutient bien sûr dans l'aventure que nous menons depuis presque 3 ans maintenant, puisque c'est avec l'ANPE que nous recrutons tous ces jeunes bien motivés et que nous formons pendant 9 mois pour leur donner un métier. Et a priori, ce que j'en vois là depuis un mois qu'ils sont rentrés, ils sont bien partis pour avoir tous un métier d'ici moins d'1 an. Cette promotion des aides cuisiniers est la dernière. Ainsi, Madame Adamou Fatouma Zara, point focal ANPE, invite les jeunes bénéficiaires à être ponctuels et assidus au cours de leur formation. Les apprenants et retenus, vous, doivent saisir cette chance pour sortir de l'incertitude du marché de l'emploi en faisant preuve de ponctualité, d'assiduité et d'acharnement au cours. Donc ce matin, on vous a trouvé vraiment très assidus, on en est fiers. Donc maintenant, il faut continuer de cette lancée. Donc j'ose espérer qu'au terme de cette formation, les bénéficiaires ne trouveraient plus d'obstacles à leur insertion professionnelle. Donc avec tout ce qu'on est en train de voir dans les différents hôtels, vraiment, ça nous ravit. Le chef a levé un coin de voile sur le déroulé de la formation en reconversion dans le métier de la restauration. Et il y a la première phase qu'on fait au centre avec une formation de cours théorique. 3 mois, pratique 3 mois, ça fait 6 mois au centre. Maintenant, après 6 mois, on renvoie les jeunes dans les hôtels de 5 étoiles, 4 étoiles pour les répartir à travailler en pâtisserie, cuisine et restauration pendant 3 mois pour compléter leur formation de 9 mois. Après 3 mois à l'hôtel, ils reviennent au centre pour faire l'examen de fin de formation pour avoir leur diplôme qu'on appelle le CQP, certificat de qualification professionnelle. Ainsi, la formation se déroule comme prévu. Certains parmi les jeunes en formation expriment leurs vœux. Une formation de bonne qualité. Donc, une fois au stage, il y a ceux qui sont demandés automatiquement un contrat. Donc, à la fin de la formation, tu ne vas pas chômer. Je voudrais apprendre vraiment à cuisiner et d'autres choses que je ne savais pas faire aussi vraiment, et c'est ça qui m'a motivé. J'ai fait l'étude de comptabilité, mais jusqu'à présent, comme on connaît comment se passe dans notre pays, on n'a pas de boulot, on est en chômage. Donc ça, c'est une opportunité pour moi. Et de venir ici, c'est une passion pour moi déjà, surtout la pâtisserie. Je suis passionnée de pâtisserie. Donc venir faire le tour, la cuisine, tout ça, vraiment, je suis contente, ça me plaît. Après quelques mois de cours théoriques et pratiques, ainsi qu'un stage dans des grands hôtels, ces jeunes bénéficiaires sortiront perfectionnés dans le métier de la restauration. Dans le cadre de son partenariat avec l'Institut national de l'énergie solaire INES, l'Agence nationale d'énergie solaire ANERSOL a organisé le mardi 29 novembre 2022 dans ses locaux un atelier de restitution des résultats de cette collaboration. L'objectif visé est de présenter les résultats du partenariat et les perspectives à venir. La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été marquée par la présence du ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Ibrahim Yacouba, du directeur général de l'ARC, M. Ibrahim Nomao, de la directrice adjointe de l'Agence régionale de l'AFD, Mme Émilie Garret, de la directrice générale de l'ANERSOL, Mme Maria Massido, du directeur de l'Institut national d'énergie solaire de Lyon, M. Hervé Drouillon, des représentants, des partenaires techniques et financiers, des directeurs généraux des structures rattachées
et des entreprises privées ont également pris part à cette cérémonie. Au service de vos projets de développement socio-économique et ainsi accompagner la politique gouvernementale. De ce fait, vous verrez tout au long des présentations et pendant la visite de notre plateforme technique, les prestations que nous mettons à votre disposition sous forme d'assistance technique, notamment en termes de renforcement de capacité des acteurs publics et privés. Il y a de multiples projets solaires en cours et en perspective, des projets de centrales de grande capacité, des centrales hybrides, des mini-réseaux, des projets de systèmes solaires autonomes pour les infrastructures publiques en milieu rural, etc. La mise en œuvre donc, de tous ces projets solaires va nécessiter une ressource humaine qualifiée. Cette coopération de 4 ans, financée par la région Rhône-Alpes et l'Agence française de développement AFD, dont le but a été d'accélérer l'offre de formation au Niger pour les installateurs de mini-réseaux solaires, a permis d'améliorer les capacités techniques et matérielles de l'ANERSOL. L'atelier de restitution des résultats du partenariat entre l'ANERSOL et l'INES. Comme le rappelait le directeur de l'INES, c'est un partenariat qui remonte à 2019. Moi, j'avais même en tête 2018. Et c'est en fait qu'à partir de 2020 que l'Agence française de développement a été sollicitée pour renforcer ce partenariat afin de financer en fait le renforcement des capacités de l'ANERSOL et d'accélérer l'offre de formation au Niger pour les installateurs de mini-réseaux solaires. Je voudrais juste préciser que ce partenariat est financé sur un outil assez innovant que l'on appelle FEXT, Fonds d'expertise technique et d'échange d'expérience, qui est un fonds de notre ministère des Finances français, qui finance des programmes de coopération technique et destinés à répondre aux demandes et aux besoins d'expertise et d'expérience française des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement. Ce partenariat permet assez concrètement de contribuer au programme d'électrification des autorités nigériennes, visant à porter le taux national d'accès à l'électricité de moins de 20% aujourd'hui à 80% d'ici 2035 en soutenant un acteur clé, l'ANERSOL, sur les standards qualité et la formation dans le domaine solaire. Enfin, il me semble important de terminer cette brève allocution en rappelant quand même qu'il y a vraiment, on sent une relation interpersonnelle extrêmement forte entre les deux institutions, des relations de qualité, un partenariat qui s'inscrit dans la durée et un engagement des acteurs à tous les niveaux qui est extrêmement satisfaisant. Le partenariat avec l'ANERSOL est un de nos partenariats phares en Afrique. On travaille avec d'autres pays bien sûr, mais l'ANERSOL, nous sommes très fiers sur cette fin de premier partenariat de pouvoir afficher des résultats. Et voilà, ce qui est important, c'est pour que notre conviction, c'est que pour que les énergies renouvelables et l'énergie solaire puissent se diffuser, il est important d'avoir les compétences, les ressources humaines qui soient capables de concevoir, de construire et de faire fonctionner les installations qui vont nous permettre d'avoir une transition énergétique de notre monde. Le ministre d'État a tenu à saluer cette brillante coopération et à exprimer ses vifs remerciements aux deux entités pour la qualité du partenariat et des réalisations effectuées. Permettez-moi tout d'abord de constater avec satisfaction l'intérêt que vous manifestez pour le développement des énergies renouvelables au Niger. En atteste votre participation, votre présence et le partenariat que vous avez avec nous depuis plusieurs années. Cet intérêt constitue à mes yeux un facteur majeur qui participera à n'en point douter au renforcement des capacités des acteurs du secteur et au développement de ce sous-secteur de l'énergie. Je profite à cet égard de cette opportunité pour vous réitérer l'engagement du gouvernement du Niger à favoriser l'émergence du professionnalisme des acteurs et maintenir le cap dans le processus d'intégration de l'énergie solaire dans le mix énergétique national tel que défini dans le document de politique nationale de l'électricité et notre stratégie nationale d'accès à l'électricité. Les formations conjointes et qualifiantes que vous proposez contribueront à n'en point douter à mettre au service de nos multiples projets solaires en cours et en perspective une ressource humaine qualifiée et de qualité. Après les discours d'ouverture de l'atelier, s'en est suivi une série de présentations des parties prenantes et la restitution des résultats du partenariat INES-ANERSOL. L'objectif a été de mettre au profit du secteur privé nigérien de l'énergie la dite collaboration.
Sur le renforcement des capacités techniques, donc on avait travaillé sur la montée en compétence sur le séchage solaire par nos experts thermiques de l'INES, avec bien sûr les experts thermiques de la NERSOL. Ça a été fait sur 2 volets. Donc un premier volet plutôt théorique qui a consisté à la définition et la présentation des différents capteurs et automates pour l'instrumentation des séchoirs solaires, rédaction d'un tutoriel d'utilisation de ces automates et le développement d'une simple feuille Excel pour prédimensionner les séchoirs solaires. Et après, un volet beaucoup plus pratique, justement pour tester la performance des séchoirs solaires. Les différentes activités qu'on a pu mener sur 2 ans de partenariat avec la NERSOL, entre technique, formation et surtout cette veille technique grâce à la participation au salon. L'atelier s'est clôturé par la visite guidée de la plateforme technique de la NERSOL. Pour rappel, l'Institut national de l'énergie solaire INES est le 3e centre mondial en énergie solaire basé à Lyon, en France. L'Institut a été sollicité par la NERSOL pour l'accompagner à moderniser son centre de ressources solaires, renforcer les capacités humaines et matérielles. L'INES a répondu à l'appel car aujourd'hui, grâce à ce partenariat, la NERSOL est à même de proposer des formations normalisées avec des équipements et des logiciels de dernière génération. Dans le cadre de ces initiatives d'accompagnement de la jeunesse dans la recherche d'emploi ou de stage, l'Université tunisienne internationale a organisé la première édition de la journée carrière. Tenue le 24 novembre 2022, cette journée se veut un cadre de mise en relation des entreprises locales aux étudiants de différentes écoles et instituts de formation professionnelle. La journée carrière vise ainsi à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes étudiants en leur offrant la chance de rencontrer les entreprises, discuter et saisir des opportunités de stage ou d'emploi disponibles. Cette occasion, donc, vraiment, c'est un moment opportun pour les étudiants et aussi pour les professionnels. C'est une rencontre là où les étudiants peuvent déposer les CV pour avoir des stages et pourquoi pas l'embauche par la suite. Notre objectif, c'est en fait de créer un espace d'échange, un espace d'interaction entre les 2 mondes professionnels. Vous savez maintenant qu'il y a une saturation sur le marché d'emploi. L'offre est également supérieure à la demande concernant le marché d'emploi. Et du coup, c'est une solution pour mettre les étudiants sur le bon chemin et avoir un bon potentiel d'employabilité sur le marché d'emploi. Plusieurs entreprises privées ont participé à cet événement. Pour les représentants des structures, la journée carrière est une initiative salutaire. On est ici afin d'accompagner aussi la jeunesse dans leur premier pas dans le monde de l'emploi. Donc nous pensons bien pouvoir apporter notre contribution, ne serait-ce qu'à travers l'offre de stage. Nous sommes vraiment là, les bras ouverts, prêts à accompagner les jeunes, vraiment de leur accès. C'est vraiment une bonne initiative de la part de l'Université tunisienne d'initier ce genre de rencontres afin de permettre d'abord aux diverses entreprises de se présenter, de faire l'étalage de leurs prestations. C'est très intéressant. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'assiste à ça. Et je vois les élèves qui affichent un grand intérêt. Ils cherchent à connaître la structure. Ils cherchent à savoir s'ils peuvent faire un stage là-bas. C'est très intéressant. Ça montre vraiment l'intérêt des élèves, leur motivation et leur besoin de s'intégrer dans la vie professionnelle. Voilà. Oui, le conseil que je leur ai donné, c'est vraiment
de ne pas être trop carré, c'est-à-dire parce que j'ai fait journalisme, il faut que j'aille à la télé ou à la radio. En visitant plusieurs stands, plusieurs structures, ils peuvent aussi mettre tout ce qu'ils ont appris, ils peuvent les diriger et construire une autre carrière. Plusieurs écoles et instituts de Niamey ont participé à la première édition de la journée carrière. Les étudiants ont ainsi découvert les entreprises locales et leurs différents domaines d'activité. Aussi, c'était l'occasion pour les étudiants de déposer leur CV et leur demande de stage. Quand j'étais venue ici, je n'avais pas d'idée de ce que j'allais trouver. Mais maintenant, quand je suis venue, j'ai trouvé, diverses entreprises qui nous ont parlé un peu partout des domaines qu'il y a dans leurs activités. Et vraiment, ça m'a permis de m'éclaircir. La journée carrière a été l'occasion pour les étudiants des écoles et instituts de Niamey de rencontrer les entreprises et de faire un premier pas vers l'insertion professionnelle. C'était également l'occasion pour les entreprises de dénicher les nouveaux talents et renforcer leurs ressources humaines. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge et que vous en avez tiré un très bon profit. Nous nous acheminons vers la fin de l'année 2022 et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons proposé dans cette édition un cadre assez atypique de présentation avec une bonne partie de notre équipe dans notre salle de réunion pour partager cet instant de fin d'année avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez très bien apprécié l'année et surtout vous êtes en train de vous organiser pour mieux la finir et mieux préparer la prochaine année que nous espérons vivre tous ensemble dans la joie, dans l'efficacité et aussi dans la réalisation des résultats pour nos projets. Comme vous le savez, vous pouvez continuer à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Cherchez Business Challenge sur Facebook, vous allez nous retrouver. Cherchez Business Challenge sur YouTube, vous pouvez avoir nos archives ou bien vous pouvez aussi être à notre compagnie, interagir avec nos équipes tous les jours à travers la radio Challenge FM 96.6 MHz. C'est la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Actuellement, à travers notre application que vous pouvez télécharger sur Play Store, vous pouvez suivre nos programmes en direct partout où vous êtes dans le monde. Merci encore une fois pour votre confiance, merci pour votre fidélité à Business Challenge et rendez-vous dans 2 semaines, peut-être en 2023, pour une nouvelle édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.